présentation de toutsurlehockey.com. Vendredi 1er octobre 2021. 4e épisode du Scoutcast. Je suis de retour cette semaine. J'ai manqué une semaine de publication de podcast parce que j'étais malade et ça ne me tentait pas de vous renifler ça des oreilles pendant environ 45 minutes. Donc, je me suis abstenu et pour me faire pardonner, je vais faire 2 épisodes aujourd'hui qui vont être publiés à quelques jours d'intervalle. Donc, on va commencer ça avec des rapports d'observation du repêchage 2022, de prospects du repêchage 2022, puis aussi, pour finir l'épisode, mes impressions du camp du Canadien jusqu'ici. Donc, bienvenue à l'épisode 4 du Scoutcast. Donc, on va commencer avec quelques joueurs que je vous ai déjà parlé auparavant, mais juste pour vous parler de leur progression, je vais en discuter avec vous. Je vais commencer. Bon, premièrement, mon nom est Pascal. Hein? Je suis chroniqueur au toutsurlehockey.com et aussi membre du TSLH podcast. Et je fais quelques épisodes de temps en temps du Scout qui est de temps en temps, une fois par semaine jusqu'ici, sauf la semaine passée, du Scoutcast où je vous parle des observations de jeunes de jeunes joueurs que j'ai observés en Europe, en Amérique et au Canada et tout. Mais jusqu'ici, j'ai surtout parlé des Européens parce que leur pré-saison était commencée et leur saison pour quelques-uns était commencée. Mais là, de plus en plus, les ligues aux États-Unis et au Canada ont débuté leurs activités. Donc, je vais vous en parler aussi, surtout dans l'épisode qui va suivre celui-ci. Dans le fond, pour l'instant, je vais vous parler de Brad Lambert, Joachim Kemell, Vladimir Grudinin, Juraj Slafkovský, Alexander Perevalov, puis Vladislav Sapunov. Donc, je vais vous parler surtout de ces 6 Européens-là, puis après ça, on va tomber chez le Canadien. Mais le prochain épisode que je vais aussi enregistrer aujourd'hui, je vais vous parler du programme de développement américain qui est rempli de prospects vraiment, vraiment hot. J'ai écouté 3 matchs jusqu'ici. Hier soir, je voulais en écouter un 4e, mais Instat, la plateforme sur laquelle j'écoute des joueurs, les matchs, a planté. Donc, je ne pouvais pas en écouter. Mais c'est pas grave, je vais vous en parler pareil. Et après ça, je vais vous parler aussi de mes petites cartes cachées pour vos poules de hockey. Et même si ça commence à se faire tard, là, juste pour vos poules de hockey ou juste votre connaissance personnelle, ce qui se promène sur Internet là, sur les prospects ou bien les espoirs des organisations, mais juste des joueurs spécifiques qui pourraient ressortir puis faire l'équipe. Donc, on va commencer par Brad Lambert. Jusqu'ici, Brad, il était vu comme le 2e espoir pour le prochain repêchage. Le 2e meilleur espoir. Puis en ce moment, même Bob McKenzie l'a fait descendre dans son ranking. Moi aussi, j'ai fait descendre dans mon ranking. Je l'ai mis, je pense, à 3e à l'arrière de Ivan Miroshnichenko, un Russe que je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais probablement dans l'épisode numéro 6 la semaine prochaine. Lambert, il est vraiment rapide. Il essaye beaucoup de choses. C'est un gars hyper responsable. Sérieusement, il est vraiment bon dans sa zone pour appuyer ses coéquipiers. Il prend des bonnes décisions au niveau de la couverture, puis comment il attaque le porteur du disque pour mettre de la pression, pour pouvoir y voler la rondelle. Sérieusement, probablement que ses défenseurs l'adorent comme centre parce que malgré le fait qu'il ait juste 17 ans, il joue quasiment comme un vétéran à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il va beaucoup les aider. Il va les aider dans le fond de territoire pour faire des relances en attaque et tout. Mais il manque beaucoup de... En ce moment, je trouve, il essaye beaucoup de choses en offensive, mais c'est normal, c'est le seul joueur de talent quand il est sur sa glace. Il joue pas tout le temps avec Joachim Kemell, il joue quasiment jamais avec Joachim Kemell, que j'aime mieux en ce moment dans son équipe-là. Parce que c'est son coéquipier, mais je vais vous en parler
dans 5 minutes. Il y a un manque d'exécution. Au niveau de sa défensive, ils ont de la misère à faire des relances, comme Simon Servant le dit dans un vidéo qu'il a fait dernièrement, qui vous expose 4 matchs de Brad Lambert, qui écoute live avec vous autres, avec les auditeurs. Et il commente juste le match de Lambert. Puis on voit bien, là, on voit vraiment bien les lacunes défensives de cette équipe-là, quand Lambert est sur la glace. En fait, Lambert joue sur le 3e, 4e trio, et Kemmel joue sur le 2e trio avec Samuel Elenius, puis un autre que je ne suis pas capable de dire son nom. Il y a beaucoup de A et de K et de I dans son nom, puis impossible de dire. Bref, il y a qu'une passe, je crois, en 7 matchs, ou 2 passes en 5-6 matchs, 5-6-7 matchs. Donc, il y a un petit problème à ce niveau-là. Oui, l'aspect physique n'est pas là pour lui, mais il est excessivement rapide. Mais il est bon en entrée de zone, il est bon en sortie de zone quand c'est lui qui s'en occupe, quand c'est ses défenseurs qui s'en occupent. Le jeu avorte vraiment souvent. Donc, il y a beaucoup de chances en offensive qui ne marchent pas en raison de cela. Et c'est un problème. Quand il fait une entrée de zone, souvent, il y a des jeux en tête, super compliqués, mais qu'il réussit à faire. Mais ses coéquipiers ne catchent pas, puis ça fait avorter tout le temps le jeu. Donc, je ne sais pas si c'est un manque d'adaptation de sa part ou juste que ses coéquipiers sont vraiment mauvais. Mais il va falloir qu'il se passe de quoi là pour que la production augmente parce qu'il va continuer à baisser dans les classements. Mais sérieusement, il ne faut pas le sous-estimer. Parce que dans ta liste, il faut absolument qu'il soit dans le top 5 pour le moment, même s'il y a un manque de production. Il faut qu'il soit haut dans les listes parce que son potentiel est vraiment incroyable. Juste avec la rapidité de ce joueur-là et sa compréhension du jeu, son tir qui est excellent. Tu peux pas le mettre bas dans ta liste. Il est excessivement bon. Si tu le mets bas dans ta liste, parce que tu l'as pas écouté jouer. Parce que moi, je l'ai fait descendre en raison du manque de production. Mais là, à mesure que je le regarde jouer encore plus, je comprends pourquoi il est haut, puis je veux le demeurer haut dans ma liste, même si c'est un peu fâchant de le regarder, mais c'est pas entièrement de sa faute. Là, ici, je ne déresponsabilise pas le joueur, mais bien, je mets un astérix, si vous voulez. Là. Il faut qu'il m'en montre plus, mais je vois le potentiel incroyable de ce joueur-là. Et c'est ça. C'est tout autre qu'à Atourati l'année passée, là, dans le repêchage 2021, qu'il y avait beaucoup d'aptitudes physiques, un manque de production, mais quand on le regarde jouer, on le voit qu'il y a des grosses lacunes de compréhension du jeu et de timing. Ne demande pas la POC en tapant du bâton sur la glace pendant 5 minutes quand tu as 3 gars sur toi. Mais à Tourati, il faisait ça. Il y a une mobilité incroyable, Atourati ou Atouratou, je ne sais pas comment le dire. Là. Mais ce joueur-là, il avait une mobilité incroyable, des bonnes aptitudes physiques, mais la vision du jeu tunnel, si vous voulez. Mais Lambert, c'est tout le contraire. Il n'y a pas une vision tunnel, il y a une vision incroyable, puis c'est ce qu'il va faire, qu'il va sortir très haut au repêchage. Là, est-ce que les équipes vont avoir peur de lui ou non? Ça, j'ai aucune idée, mais bon, bref. Un autre joueur que les équipes n'auront pas peur de repêcher, selon moi, c'est Joachim Kemmel, son coéquipier. Ça fait plusieurs fois que j'en parle aussi. J'adore. Je tripe sur ce joueur-là. Sérieusement. Et il produit vraiment beaucoup. En ce moment, c'est le meilleur pointeur de son équipe et le meilleur marqueur aussi. Il a genre 6 buts en 5-6 matchs. Là. Il produit beaucoup. Puis c'est pas tous des jeux qu'il produit par lui-même. Souvent, il va ramasser des garbage goals ou bien qu'il est juste au bon endroit, au bon moment. C'est un adepte du tir sur réception quand il est placé sur le cercle de mise en jeu à gauche du gardien de but quand tu es en face du gardien. Là. Lui, c'est un droitier, il joue hors l'aile, puis il prend des bons tirs sur réception. Mais il est excessivement bon en contrôle de rondelle, en offensive. En défensive, il est hyper responsable. Il n'a pas un bon gabarit, mais il a un bon jeu physique. Il utilise beaucoup ses jambes pour plaquer. Il est capable de démonter des joueurs pas mal plus gros que lui, pas mal plus vieux que lui aussi, plus mature que lui. Donc, il est très impressionnant à ce niveau-là. Il y a juste des choses à aimer de lui. Et je suis sûr qu'il va produire comme un fou cette année. Je m'attends pas à une grosse baisse de régime, sauf si vraiment il est plus capable de la mettre dedans. Mais tu sais, même si, mettons qu'il y a une baisse d'efficacité au niveau de ses occasions de marquer, c'est pas grave parce qu'il est utile ailleurs, puis il est tout le temps menaçant. Il faut tout le temps que tu le checkes, sinon tu vas payer le prix. Et personnellement, en ce moment,
Je l'ai autour du top 10, sérieusement. Puis même avec les gars en Amérique, au début, j'étais comme top 15 au pire. Quand même McGroarty, Chesley, après ça, Kazi aussi aux États-Unis qui sont là, Nazar. Il y a beaucoup de joueurs aux États-Unis que j'ai pas encore vu jouer. Ben, j'avais pas encore vu jouer avant cette semaine, là. Et avant la semaine passée, cette semaine. Et je me disais top 15, mais non, je me garde pas de marge de manœuvre. Je vais me mettre autour du top 10 probablement. Toute l'année, on va voir s'il va augmenter encore plus que ça. Parce que s'il démontre une constance dans son effort, dans sa production, je vois pas pourquoi je le mettrais plus bas que ça. C'est réellement un bon joueur de hockey et très dangereux. Et il n'a pas peur de jouer dans le trafic, puis ça, les équipes adorent ça. Donc, c'est ça. Après ça, je vais vous parler d'un Russe, Vladimir Grodinin. Grodinin, c'est pas un gars que les gens semblent connaître pour l'instant beaucoup. Il joue dans la MHL, la Ligue junior en Russie. J'aimerais ça qu'il joue dans la VHL, mais c'est pas grave. On va se contenter de la MHL. Très bon joueur de hockey, hyper mobile. J'ai rarement vu un patineur aussi fluide et explosif que Grodinin. Joueur offensif, oui, mais il n'a pas beaucoup produit en ce moment. Au niveau de sa capacité à contrôler le jeu en offensive, je pense qu'il est encore un peu gêné. Ça va venir, c'est pas un problème. Il faut qu'il tire plus au filet, en fait. Il tire pas assez. Peut-être un petit manque de précision, parce que quand il tire, ça va hors du filet ou ça va sur un défenseur. Donc, il va falloir qu'il s'applique plus là-dessus. Mais utilise très bien sa mobilité le long de la ligne bleue pour ouvrir les lignes de passe, pour créer du chaos un peu en offensive, mais en défensive adverse, si vous voulez. Utilise bien ses coéquipiers. Il n'y a pas de problème. Au niveau de du jeu de transition, il participe bien, il a une bonne première passe, je vois pas de problème. C'est pas un gars physique, zéro physique, zéro physique. Comme beaucoup de joueurs offensifs, on peut pas y en vouloir, il a 17 ans, je veux pas. Je le trouve excellent pour couvrir son territoire, suivre son joueur, défensif de zone avec son bâton. Sérieusement, je le trouve excellent. Au départ, quand on voit ce joueur-là, on fait, bah, il est sûrement vraiment mauvais dans sa défensive, comme plusieurs défenseurs suédois en ce moment. Mais il m'a beaucoup impressionné, sérieusement. Il crée beaucoup de revirements avec sa mobilité, son bâton. Sérieusement, c'est une guerre pour lui, c'est ça. Je ne compare pas à Victor Mété, mais dans sa zone, Victor Mété, au junior, il était excellent. Dans le fond, il était capable de suivre McDavid dans le temps. Là. Je compare pas. En tout cas, bref. Vous comprenez ce que je veux dire. Là. Un peu le même genre de défenseur en défensive qui va utiliser beaucoup sa mobilité, puis son bâton, puis son positionnement pour empêcher les joueurs de passer. Mais Grodinin est plus gros que Victor Mété. Il y a quand même un potentiel physique à avoir, comparativement à Mété qui n'en avait pas pantoute. Mais ça va être à observer pour le restant de la saison. Ce que je veux voir, c'est plus d'efficacité en offensive, plus de confiance, de voir plus tirer au filet. C'est ce que je veux voir. Jusqu'à date, je pense que je l'ai vu 7 matchs. J'ai pas la note en avant de moi, là, mais j'aime beaucoup ce que je vois. Est-ce que c'est un espoir de première ronde? Il est beaucoup trop tôt pour que je vous dise oui ou non. Mais très tôt quand même. Probablement dans les 2 premières rondes. Deuxième espoir que j'ai parlé à quelques reprises, Juraj Slafkovský. Donc, j'ai continué à l'écouter dans la Liga, parce qu'il avait été en pré-saison dans la Liga. Après ça, il est allé dans la Sarjat G20, dans le fond, dans la U20, en tout cas, bref, dans la Ligue junior de Finlande. Et dans la Ligue junior de Finlande, il allait super bien. Dans le fond, c'est un attaquant de puissance qui a une bonne vision du jeu, un bon physique. Il est assez impressionnant là, à voir en Liga parce que c'est pas une ligue physique, c'est pas une ligue qui a beaucoup d'échecs avant, qui a des gars qui sont chiants en avant du net puis tout, mais lui, il est tout ça. C'est un Slovaque et il joue en Finlande, puis il a commencé la saison en Liga, puis j'étais très content, fait que j'étais content d'aller voir jouer. Et j'ai vu une belle progression au niveau de sa confiance parce que au niveau d'offensive, c'est un gars qui va foncer au net et qui va souvent aussi passer en arrière du net pour sauver des passes, des options de passe pour ses coéquipiers et tout, qui va juste lancer, qui va filer au filet. Mais là, il ne faisait pas au début de la saison. Ça m'énervait un peu. Il a comme un peu modifié sa façon de jouer. Il n'était pas super physique et il ne produisait pas beaucoup à cause de ça. Mais là, dans les derniers matchs, là, il y a eu vraiment une belle évolution. Je vais essayer de parler comme il faut. Désolé pour les Français, les Suisses et tout autre Européen qui nous écoutent. Qui m'écoutent des fois, vu que j'ai mal à la gorge et tout, là, je sors d'un rhume, fait que des fois, bref, des fois j'ai de la misère à parler.
là, c'est encore pire. Donc, pour le Slovaque, il y a eu une belle évolution. Et en ce moment, il s'est battu une fois en fin de période. Il a ramassé un gars, c'était vraiment incroyable. Et il s'est battu avec. Les arbitres auraient dû agir avant parce qu'ils ne sont pas supposés battre nécessairement dans la Liga. Là. Ils ont gardé les gants puis il a juste dominé son physiquement son adversaire. Sérieusement, c'était quand même drôle. Je l'ai tweeté d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur le radar LNH. Faites juste marquer dans la barre de recherche sous le radar LNH et Slavkovski. Puis ça devrait vous sortir la vidéo d'environ 1 minute et demie. Ensuite, c'est ça, il prend vraiment confiance en ce moment dans la Liga, puis ça paraît à la glace, il est plus dangereux, il brasse plus les choses, il essaye plus de jeu aussi. C'est pas un gars nécessairement qui va déjouer tout le monde, même s'il a les mains pour. Il fait attention à ce niveau-là, il préfère déborder ou ralentir le jeu pour utiliser ses coéquipiers, mais je ne l'ai pas encore vu contrôler le jeu vraiment. T'sais. C'est un gars qui est bon dans sa zone d'habitude, là. Habituellement, il est bon dans sa zone, mais j'ai pas encore vu ça non plus. Mais il joue pas énormément, mais ça va venir. Il prend confiance et tout. Là. J'ai pas de. Ça m'inquiète pas du tout concernant Slavkovski. Il va continuer à produire. Il va commencer à produire. Maintenant, on va se rediriger vers la Russie pour 2 joueurs, c'est-à-dire Alexander Pervalov, qui domine la MHL en ce moment. Il y a plus d'1 but par match. Il crée des occasions de marquer. Il est responsable aussi dans sa zone. Pas autant que Lambert ou Beckham, mais quand même, je trouve qu'il est utile dans sa zone pour aider ses défenseurs. Plus avec son bâton, puis par en arrière du joueur en repli que vraiment bloquer des shots et tout, mais il est utilisé de temps en temps en piqué. Et on peut rien y vouloir là-dessus. Là. C'est excellent. Son entraîneur l'utilise très bien. Et il lui rend bien aussi parce qu'il produit à fond. Il a un bon shot. Il n'arrête pas d'attaquer le filet. Il va contrôler la rondelle pour influencer la défensive et tout. Il va se déplacer pour ouvrir la ligne de passe ou pour juste foncer au filet. Excellent joueur de hockey. Je ne doute pas qu'il va être un choix de première ronde d'ici la fin d'année dans beaucoup de listes. Dans la mienne, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'adore ce joueur-là. Et je vais continuer à le regarder, pas la regarder, mais à le regarder tout au long de la saison. Est-ce qu'il va être rappelé en KHL ou en VHL? Aucune idée. Je ne sais pas si ça serait vraiment utile. Je pense qu'il prend confiance en ce moment, puis ça va bien. Mais on ne sait jamais avec la Russie. Vladislav Sapunov. Je pense que je vous en ai parlé 1 ou 2 fois jusqu'ici. Défenseur, caractère défensif, là, qui est quand même assez moderne un peu. Il a une bonne première passe. Pas un gars qui va contrôler la puck beaucoup en transition, même si j'ai vu dans les 2 derniers matchs que j'ai regardé une petite amélioration à ce niveau-là. En offensive, il n'a jamais été un gars très offensif. Donc, je ne sais pas si ça va se développer dans MHL, parce qu'il joue dans la MHL en ce moment. Mais on voit qu'il quand même, il prend confiance là, à mesure que les matchs avancent, que la saison avance. Mais tu sais, ça va être un gars de milieu de repêchage. Tu sais, je vais continuer à le visionner. Je vais arrêter un jour de dire regarder, désolé. Je vais continuer à le visionner tout le long de la saison. Là. Je ne sais pas si je vais vous en parler souvent, comme je fais en ce moment. Mais là, vu qu'avec l'augmentation de prospects, probablement que je vais me calmer un peu sur lui. Donc, je ne devrais pas trop en parler dans les prochaines semaines. Là. Mais sachez que c'est un bon petit joueur de hockey, là, défenseur, qui évolue en Russie. Il y a beaucoup de choses à développer, mais il n'y a pas beaucoup de lacunes. Je voudrais. Il manque un peu de confiance et d'instinct offensif, si vous voulez. Mais ça va s'en venir. J'ai pas de doute à ce niveau-là, mais je pense pas que je vais le lister là, dans mon top 80, 90, 100 là, à la fin de l'année. Là, on verra. Là, mais... pour finir, je voulais parler un peu de Daniela Yurov aussi. Yurov, il joue en ce moment dans la KHL. Il a 3 à 6 minutes par match. C'est vraiment pas beaucoup. Je pense que je l'ai vu 2 fois 8 minutes. Il a été renvoyé dans la MHL. Il a produit genre 7 points en 2 matchs. Fait qu'ils l'ont rappelé. Mais il l'utilise encore juste
8 minutes et moins par match. Donc, quand il est sur la glace, il joue au centre ou à l'aile, mais je pense que c'est plus un centre. Il est utile à l'équipe, il est dangereux, manque de confiance en zone neutre, il se replie, il se positionne bien. Il n'y a pas de problème avec lui. Quand tu es un coach, tu l'utilises puis c'est tout. Mais en Russie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'est pas utilisé, il est utilisé 2 fois par période, genre. 2 ou 3 fois par période, puis ça m'énerve. Parce qu'il est tellement bon, ce joueur-là. Et c'est un joueur top 10, là. Sérieusement, pour son potentiel, il a un bon shot. En MHL, il domine. C'est incroyable là, à quel point il est bon. J'ai pas eu l'occasion de finir tous ces matchs que je voulais écouter. Je vais faire sûrement un rapport d'observation cette semaine concernant Yurov pour vous en parler dans l'épisode 6. Là. Je vais plus en parler dans l'épisode 6 là, parce que j'ai pas terminé ces 2 matchs en MHL. J'ai écouté 2 périodes. Puis écoutez, c'était incroyable à quel point c'est le meilleur joueur sur la glace en tout temps. Donc, on verra pour le prochain épisode. Mais sachez, pour l'épisode 6, mais sachez que c'est un excellent joueur de hockey. Et je suis très déçu de son utilisation en KHL. Je suis pas mal sûr que s'il était utilisé sur le top 6, il produirait en fou. Donc, ça termine la partie 1 là, sur le repêchage 2022. Là, on va parler un peu du Canadien de Montréal. On va commencer par le nouveau, Sami Nikou. Toujours aimé ce joueur-là. Je sais qu'il n'y a pas des problèmes d'attitude, mais qui développe beaucoup de frustration des fois quand ça va pas bien sur la glace. J'ai lu un article là-dessus là, que dans le fond, quand il fait une erreur sur la glace ou bien qu'il est puni par les entraîneurs, il y a de la misère à s'en remettre. Dans le fond, ce qui fait la différence souvent des professionnels de ceux qui ne réussissent pas, c'est la capacité à oublier ses erreurs, mais pas les oublier complètement, mais à grandir de ses erreurs et à les oublier tout en même temps pour avoir un bon produit sur la glace. Puis Sami Nikou, probablement que c'est ça en ce moment qui l'empêche de devenir un professionnel dans la Ligue nationale de hockey. C'est que chaque erreur qu'il fait, chaque critique, chaque remontrance, mais il prend trop personnel, puis ça le... J'ai comme l'impression que ça l'affecte beaucoup sur la glace, son mental, puis qu'il a peur, puis tout. Donc, le Canadien, il n'est pas nécessairement bon pour développer les jeunes qui ont ce problème-là, ou des jeunes qui font des erreurs. C'est plus une équipe qui punit les erreurs. Bon, avec du charme, j'espère que ce ne sera pas ça. Quand même, il y a beaucoup de jeunes qui sont capables de jouer sous Dominique Ducharme. C'est une nouvelle saison, donc on va voir ce que ça va donner. Mais je suis très content de sa venue avec le Canadien. Chris Wideman, que je vais parler un peu plus tard, jusqu'ici, il m'impressionne. Et si Sami Nikou se bat avec lui pour une place sur l'équipe, ça va être difficile pour lui. Parce que Wideman, il a fait ses preuves en KHL, il n'était pas si mauvais que ça dans la Ligue nationale de hockey avant qu'il parte. Là. Il est parti un peu bizarre, là, mais bon, avec l'épisode du taxi, puis bref, c'est pas grave. Là. Mais si on se concentre sur Nikou, bonne mobilité, bon en avantage numérique, il a déjà produit 50 points en 70 matchs à sa première saison dans la AHL, dans la Ligue américaine. Donc, je m'attends quand même à ce qu'il soit utilisé par Ducharme. On va le voir ce soir ou demain, ce soir vendredi 1er octobre, ou demain contre les Sénateurs, je ne m'en rappelle plus. Bien hâte de voir ce qu'il est capable de faire. On va porter le numéro 15 de Kéké. Donc, quand même drôle de voir un défenseur avec le numéro 15. C'est un peu spécial, mais c'est pas grave. Bref, je pense que les Montréalais vont, les amateurs du Québec, vont l'aimer, vont aimer son apport. Mais moi, la principale raison pourquoi je suis content qu'il soit là, c'est pour Goulet et Norlinder. Parce qu'ils sont pas prêts. Goulet, je crois, pourrait faire un bon travail dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il pourrait jouer. Mais pour le développement offensif de ce joueur-là, il faut qu'il retourne dans la WHL. Puis je suis 100% derrière ce que je viens de dire là. Je veux absolument qu'il retourne dans la Ligue de l'Ouest junior là, pour le voir encore plus jouer et se développer physiquement dans les entraînements et tout. Je veux qu'il joue dans la CHL, dans la Canadian Hockey League. Puis Nikou vient un peu pallier le manque de joueurs en défensive. Wideman, selon moi, a impressionné le premier match qu'on l'a vu. Donc peut-être que ça va juste confirmer une nouvelle belle profondeur chez le Canadien, parce qu'avec Nikou, Kulak, qui est pas si mauvais que ça, Romanov,
et Wideman, ça donne quand même des options à Ducharme selon les affrontements. Kulak, c'est un joueur mobile, sujet aux crampes au cerveau, qui parfois va être le meilleur joueur sur la glace pendant 2-3 matchs. J'exagère, là. Mais il va être un très bon joueur de hockey pendant 2-3 matchs. Puis après ça, il s'efface et il fait des erreurs en fou. Donc, c'est vraiment de la constance, le nerf de la guerre pour lui. Wideman, on ne sait pas encore. C'est une boîte à surprise. Mais jusqu'ici, en défensive, c'est un peu moche. Mais en offensive et sur l'avantage numérique, je l'ai vraiment trouvé bon. Ça fait différent de Weber. Moi, Weber, là, j'étais tanné de le voir sur l'avantage numérique. Son tir, il est prévisible. De temps en temps, il va rentrer, mais c'était rendu un match sur 40. Là, c'est pas utile, son avantage numérique. Il faisait mourir les jeux. Donc, très content qu'en fin de compte, il soit remplacé par un attaquant offensif comme Mike Hoffman ou Sami Nikou, qu'on va voir, ou Chris Wideman. Très content de voir ça. Et j'ai hâte d'en voir plus de Wideman et de Nikou. On verra ce que ça va donner, mais pour Nolinda et Goulet, ça veut dire retournez chez vous et on va voir l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, ça va être intéressant en défensive. Raphaël Harvey-Pinard, un petit gars de chez nous. Dans le fond, je reste à Jonquière. Il vient de Jonquière. Moi, je viens d'Allemagne, mais bon, bref, c'est pas grave. Pour lui, ce qu'on voit en ce moment, c'est ce qu'on va avoir durant toute sa carrière. Est-ce qu'il va être un joueur qui va être capable de produire un 20-25 points? Je crois que c'est possible pour lui, mais c'est surtout son caractère, son attitude, son éthique sur la glace et dans la chambre qui vont être importants. Est-ce qu'il va être un joueur NHL toute sa carrière? Aucune idée. Mais je crois, personnellement, que c'est le genre de joueur qui va faire carrière à Montréal, mais pas nécessairement ailleurs. Un peu comme Steve Bégin. Steve Bégin à Montréal était un joueur dans la Ligue nationale de hockey, mais ailleurs, pas mal moins. C'est parce que c'est le genre de joueur qu'on aime au Québec et qui joue au-dessus de sa tête au Québec, à Montréal, au Centre Bell. Et je pense que c'est le genre de joueur qui va être capable d'être développé au-dessus de ce qu'il devrait dans le marché montréalais. Un gars qui va se nourrir de la pression, mais c'est pas vraiment de la pression qu'il va avoir parce qu'on n'a pas d'attente envers lui. On a juste une attente, c'est qu'il travaille sa glace, puis ça, c'est inné chez lui. Donc, s'il produit 10 buts par saison, le monde va être content. T'sais, ils ne seront pas genre « Ah, il n'a pas scoré 20 cette année ». Non. C'est pas, on dirait que c'est pour certains types de Québécois comme Drouin, la pression va être immense parce qu'on s'attend ben, pas moi, là, mais la majorité s'attend à une bonne production, à ce qui se défonce à la glace, mais c'est pas ce genre de joueur-là. C'est plus un gars à séquence, Drouin et tout. Donc, les critiques viennent. Mais pour Harvey Pinard, c'est pas ça. On s'attend pas à ce qu'il produise au fond. On veut qu'il soit responsable sur la glace, travaillant et qu'il soit lui-même, parce que c'est ça qui est. Fait que c'est pas compliqué. Fait que les attentes sont vraiment modérées envers lui. S'il commence à produire un 10-20, c'est-à-dire un 10 buts, 20 passes, le monde va être étonné, puis ils vont être contents de le voir sur la 3 ou la 4e ligne. Donc, la porte est ouverte pour Harvey Pinard. La saison prochaine surtout, mais je suis sûr qu'on va le voir à Montréal en début de saison ou au cours de la saison, selon les blessures, parce qu'il a le potentiel pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, ce gars-là. Puis avec le développement physique, puis juste son acharnement, j'ai aucun doute sur ce jeune. Là, je voulais parler d'un peu de Kaiden Goulet, mais on en a parlé. Là, je suis content de voir qu'il est capable de jouer dans un niveau professionnel, physique, et difficile à passer, bon bâton, relance l'offensive et tout. Donc, je suis content de voir que les partisans commencent à voir un peu le genre de joueur qui est, puis les journalistes aussi, parce qu'on ne se leurra pas, il y a plusieurs journalistes qui pensent, parce que, qui laissent croire qu'ils l'ont déjà vu jouer, parce qu'ils l'ont vu au championnat du monde junior, mais qu'ils l'ont jamais réellement vu jouer dans la Ligue de l'Ouest. Là. Je ne commence pas à nommer des noms, mais en tout cas, bref, ça paraît que le monde n'a pas vu jouer. Puis là, ils sont étonnés de le voir. Hein, j'adore ce joueur-là, il est bien bon, on veut le voir à Montréal. Mais non! Faut qu'il aille dans la Ligue de l'Ouest pour se développer encore. Puis ce qu'on voit en ce moment, le jeu défensif, ça va super bien. Il y a quelques... enfin, c'est pas un gars qui panique vraiment, mais en fait, il se débarrasse de la puck avant de paniquer. Fait qu'il va l'envoyer dans des zones sécuritaires, semi-sécuritaires, pour pas créer de revirement en face de son filet. Et ça, il va falloir que ce soit amélioré pour jamais tuer le jeu ou
de faire durer le jeu dans sa zone défensive au niveau de check avant et tout. Des fois, il va se débarrasser de la rondelle, mais dans une place que c'est sûr que l'adversaire va prendre. Donc, des fois, son jeu va faire en sorte que ça ne crée pas de revirement pour le moment, mais que ça fait continuer l'attaque ennemie. Ça, c'est pas un problème. C'est un gars de 19 ans. Ça va venir avec le temps. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'il retourne au junior. Ça va bien aller. Ce joueur-là va jouer dans le top 4, peut-être top 3 du Canadien de Montréal pendant 10 ans. Et j'ai même pas peur de dire ça. Vous l'avez vu dans la pré-saison. Il est bon. Je pense qu'il joue à soir. On va continuer de le voir bon. Il va avoir des moyens bons matchs. On va en avoir des meilleurs. C'est pas grave. C'est un leader. C'est un gars physique. On va l'aimer. Pas de problème avec ça. Ensuite, un autre joueur que le monde a découvert, qui avait probablement jamais vu jouer, Jan Mysak. Quand on l'a vu dans des compétitions internationales, c'est surtout l'aspect défensif là, qui se concentrait, non pas l'offensive, mais c'est un gars très bon en offensive. Okay? Très bon shot, excellente main, vous l'avez bien vu, comment il a démonté Travis Dermott contre Toronto. C'est quelque chose qui est très sous-estimé chez Mysak. C'est un excellent marqueur de but, une bonne vision aussi. Donc, j'espère qu'il faut retourner dans la OHL. Je veux qu'il retourne dans la Ligue de l'Ontario sérieusement pour développer son offensive, pour en voir encore plus. Parce que l'année passée, dans son pays et à Laval, on n'a pas beaucoup vu d'offensive. Il n'était pas utilisé énormément. Puis dans son pays, ça allait pas super bien. Défensif, ça allait bien. Mais en offensive, ça fonctionnait pas. Il avait plusieurs chances de marquer, mais il manquait quelque chose. Là, dans la Ligue de l'Ontario, il va dominer. Puis j'ai hâte de le voir jouer là. J'espère qu'il va jouer là. S'il joue à Laval, utilisez-les. Si Jan Mysak évolue à Laval cette année, parce qu'à cause de la clause là, de 20 matchs, il pourrait jouer à Laval. Mais utilisez-les plus que 10 minutes par match. S'il vous plaît, un petit 14-15 minutes sur le top 6 ou milieu de formation, top 9, top 6 avec des bons alliés, je pourrais l'accepter, là. Mais faites-les jouer sur l'avantage numérique, faites-les jouer sur le désavantage numérique, il faut qu'ils se développent. C'est pas une année il est sur le bord de la Ligue nationale de hockey. Non, c'est une année de développement cette année. Puis, j'aimerais ça le voir dans la OHL pour se développer. Mais si eux autres, ils veulent plus dans la Ligue américaine, c'est correct. Mais je pense que ça serait précipité, ce ne serait pas une bonne affaire pour lui. Mais c'est pas grave. Ça demeure un très bon joueur de hockey, puis on en voit beaucoup de lui. Puis ce soir ou demain, je pense que c'est ce soir qu'il joue. Donc, très hâte de voir ça. Puis même s'il joue avec des joueurs de quatrième ligne, il est capable de produire puis d'être dangereux. Donc, c'est très bon augure. Un peu comme Suzuki. Il n'est pas Suzuki, mais c'est un peu le même style de joueur. Un gars pas le plus rapide, mais quand même, il est capable d'avoir une bonne rapidité. Mais un gars qui a une bonne anticipation, qui est devant le jeu. Jesse Ylönen, pour l'instant, il me déçoit quand même pas mal. Il y a plusieurs qui pensaient qu'il allait batailler pour un poste à Montréal, mais pas en tout. Il n'y a pas un bon camp d'entraînement jusqu'ici, selon moi. On ne le voit pas en tout. Et bref, je le trouve un peu invisible sur la glace. Pourtant, c'est un joueur que j'aime bien. Là. Sérieusement, là, en Finlande, ça allait quand même bien. Il n'a pas produit beaucoup dans sa dernière année, mais c'était comme... Il n'était pas utilisé beaucoup, en fait. Je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas se faire blesser. Fait que Montréal ne voulait pas qu'il se blesse en attendant de la ligne américaine. Donc, probablement qu'il y avait des petites consignes à son équipe là-dessus. Mais bon, bref, je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Mais bref, c'est ma théorie. Et moi, je veux qu'il retourne en Laval toute la saison. Peut-être une coupelle de match s'il y a des blessures sur le top 9. Là. Mais moi, c'est Laval. Aucune autre option. Je l'aurais déjà retranché probablement. Mais c'est fort possible qu'ils veulent juste qu'ils voient encore plus de hockey professionnel dans la Ligue nationale de hockey, qui veulent le voir plus s'entraîner qu'eux autres. Bref. Un autre joueur qui déçoit un peu, Ryan Poehling. La relation amoureuse avec les partisans et Ryan Poehling m'énerve un peu. C'est sûr, ça découle tout de son match de 4 buts, le dernier match de la saison, une coupe de saison contre les Maple Leafs de Toronto. C'est tout ce que les attentes que ça a créé. C'est la pire affaire qui pouvait y arriver, tout le monde le sait. Mais il y a quand même du monde qui sont pas capables de s'enlever de la tête que ce gars-là a déjà marqué 4 buts. Même s'ils disent « Ah, je sais que c'est la pire affaire qui pourrait y arriver, mais c'est pas grave, j'ai pas d'attente. » Mais ils sont hyper déçus de ce qu'il fait en ce moment. Mais, tu sais, c'est parce qu'ils sont encore influencés par cette performance-là. C'est pas un gars de deuxième trio. C'est pas un gars de premier trio. Le Canadien a repêché un gars en première ronde, de troisième trio. Gros max deuxième trio si ça va bien. Là. Mais tu sais, il n'y a pas un bon shot. Il est précis, mais il n'est pas puissant.
Un gars très rapide, qui est capable d'être physique et tout, mais ce ne sera jamais un joueur de centre super offensif. 45 points, là, c'est pas mal le max pour lui, selon moi. Puis c'est dommage que ce soit un choix de première ronde pour ça, mais des joueurs de même, de ce profil-là, de ce gabarit-là, avec le niveau de compréhension du jeu que Poehling a, ben ça se paye avec des choix de première ronde généralement. Puis s'il s'évolue comme un joueur de troisième trio, c'est parfait. Mais moi, personnellement, en ce moment, j'aime mieux voir Jake Evans là. J'ai beaucoup plus confiance en Jake Evans qu'en Ryan Poehling en ce moment. Puis prove me wrong. Poehling, c'est à lui à travailler sur la glace puis à en démontrer plus qu'il en démontre en ce moment. Puis moi, j'ai pas de doute sur son éthique. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'il travaille pas, qu'il n'a pas un bon éthique à cause de la Christie d'entrevue qu'il y a eu l'année passée, comme quoi parce que moi, je pense qu'il a été mal cité, là. Comme quoi, il avait pris ça relax pendant la pandémie, mais il n'a pas pris ça relax. C'est juste mentalement, il s'est mis à l'écart pour avoir un autre regard, prendre un pas de recul sur sa carrière. Mais le monde, ils ont pris ça comme il s'est pas entraîné et tout. C'est pas vrai, je suis sûr et certain que c'est pas vrai, ça. Qu'il a juste été mal cité pour avoir du clic, pour avoir du retweet, pour avoir plein d'affaires de même. Si je me souviens bien, c'est François Gagnon et Marc-André Godin. C'est pas Marc-André Godin. Un gars de la presse, là, je me rappelle pas de son nom. Il avait dit que Jesperi Kotkaniemi, c'était juste un Lars Eller. Je me rappelle plus de son nom, mais bref. Ce qui est probablement pas faux, en fait. Mais bon, bref. Mais pour Ryan Poehling, je suis sûr qu'il a juste été mal cité qui ont comme ignoré les détails pour être sûr qu'il soit ramassé, pour profiter de la grogne envers lui et du doute envers son talent pour créer du clic. Puis ça m'énerve beaucoup de certains journalistes de faire ça et de certains blogs aussi, de juste ignorer les détails pour entretenir la haine, la grogne envers des joueurs ou envers l'équipe, peu importe. Bref, ça c'est plus ma vision de voir les choses, mais ça me gosse royalement, surtout que ça implique des joueurs de 20 ans, de 22 ans, ou un Québécois de 26 ans qui a des problèmes de santé mentale. Donc, bref, ça s'arrête là. Je n'irai pas plus loin. Donc, je vais parler un peu de Chris Reinman, que je suis très content de voir à la place de Shea Weber sur l'avantage numérique. Est-ce que ça va être ça toute la saison? Pour l'instant, moi, j'ai vraiment... Pour l'instant, j'ai vraiment aimé son jeu en offensive, en avantage numérique. Et c'est une des choses qui manquait beaucoup aux Canadiens dans les dernières années. Plus d'options sur l'avantage numérique là, avec Toffoli, Anderson, Hoffman, Suzuki, Caulfield, Petrie. Ça commence à faire du joueur capable de jouer sur l'avantage numérique. Même Armia. Donc là, les options vont être plus nombreuses. Puis ça va être difficile de les contrer. Je pense que l'avantage numérique cette année va être beaucoup plus efficace. Et plus le fun à regarder, en tout cas, ce ne sera plus juste des tirs de la pointe. Là, ça va être des passes transversales. Suzuki est excellent là-dedans. Des passes transversales, après ça, des tirs au filet top net, du scrum devant le filet, des tirs de la pointe, des fake shots avec une passe no-look pass. Donc, bien hâte de voir ce que ça va nous réserver sur l'avantage numérique. Mais tu sais, avec Wideman, Drouin, Caulfield qui arrive cette année, veut pas. Nouveau coach. Tu sais, il y a plusieurs affaires de nouvelles. Fait que, au début de la saison, on va peut-être avoir un petit manque de cohésion. Mais en pré-saison, ça va super bien. Donc, avantage numérique cette année. Dvorak qui est super bon en avant du net. Je pense qu'il va être aimé à Montréal. Tu sais, oui, ça m'a fait de quoi de perdre un choix de première ronde dans un draft qui est vraiment incroyable, mais des Christian Dvorak, des centres de premier, de deuxième trio, avec des habiletés de Dvorak, Dvorak, ben, ça se paye, puis on est très content. En tout cas, moi, je suis très chanceux. Je pense qu'on est quand même chanceux de l'avoir à Montréal, ce joueur-là. Et s'il fait une saison 25-25 ou 25-30, ben, je pense qu'on va tout être content. On verra avec Drouin. D'après moi, il va fitter avec Drouin et Anderson. Ce trio-là est complet. T'as le power forward, rapide, explosif, physique qui fonce en ligne droite au net. T'as Dvorak qui est responsable, qui est quand même mobile, qui a un bon shot, qui joue dans les espaces difficiles. Puis t'as Drouin qui est plus un joueur de périphérie, mais une vision de jeu incroyable. Donc, tout est là. Puis ça enlève
tellement de pression sur les épaules de Drouin. Parce que Dvorak et Anderson sont capables quand même de créer de l'offensive. Ce ne sera pas tout le temps à Drouin de la créer, cette offensive-là. Donc, il va juste être un joueur complémentaire à eux autres. Puis au pire, si sa production, c'est surtout l'avantage numérique, mais ça sera ça. C'est bien correct. On a besoin de playmaker dans cette équipe-là. Puis le seul qu'il y a, c'est Drouin. Purement playmaker, je parle là. Parce que Suzuki est un excellent playmaker, Cofield aussi, mais c'est surtout des snipers. Et Drouin, c'est pas un sniper, c'est un playmaker. Bref. Ensuite, un autre que j'ai vu pas mal moins jouer que les autres, c'est Gianni Fairbrother. Je crois qu'on a un bon glimpse, on a une bonne vision de ce qu'il va être capable d'apporter plus tard. T'sais, lui, mettons, là, moi, dans ma hiérarchie en ce moment, pas niveau carrière, mais niveau près de la Ligue nationale de hockey. Cette année, j'aurais mieux aimé rusher Fairbrother que Goulet et Norlinder. Je crois qu'il est plus près cette année de la Ligue nationale de hockey que ses deux coéquipiers. Est-ce qu'il va jouer dans la Ligue nationale de hockey? Non, il n'y a pas de place. Puis il n'y a pas de presse, surtout. Avec Wideman, Nikou, puis Kulak, puis Romanov, qui vont jouer sur la dernière paire, Fairbrother n'a pas de place. C'est bien correct. Il reste dans la ligne américaine, probablement qu'il va jouer dans la ligne américaine. Puis montre-nous que tu es capable de jouer là, puis on verra au cours de la saison s'il y a des blessures. Mais ça m'étonnerait qu'on le voie dans la nationale de hockey cette année. Mais le potentiel est là, sérieusement. Un potentiel de 6-7 que tu as repêché aussi tard dans le repêchage. Je ne me rappelle plus c'est quelle ronde, là. Mais moi, je trouve que c'est un franc succès. Même s'il joue en toute sa carrière 250 matchs, là, OK? Que c'est surtout des glimpses, de temps en temps des rappels, mais c'est pas grave. C'est un bon choix repêchage réussi dans ce temps-là. Puis ça, le monde a tendance à l'oublier. Un choix de 5e ronde, je sais pas si je pense que c'est 4e, mais je m'en rappelle plus, là. Mais un choix aussi tardif au repêchage, qui joue une 25 matchs par saison pour dépanner, mais c'est ça, c'est tout, c'est bien correct, c'est un bon choix au repêchage quand c'est aussi loin que ça. C'est bien mieux que de prendre Brett Lernout en 2e ronde ou 3e ronde, puis bien un autre Jacob Le Guerrier, ou bien un autre qui va jouer toute sa carrière dans la East Coast League, parce que tu pensais qu'il y avait un profil correct. Non, c'est bien mieux de repêcher ce genre de joueur-là qui a un potentiel physique pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Bref, bien content de le voir dans l'organigramme. Est-ce qu'il va jouer dans la Ligue nationale de hockey cette saison? Je pense pas, mais l'année prochaine, on verra bien. Donc, je vais parler de Drouin, Dvorak, Anderson, parce que j'ai comme une liste de sujets, mais ça, je n'ai parlé. Jake Evans, j'adore ce joueur-là. J'espère en voir plus de lui, parce qu'il a joué un peu mieux que Ryan Penning, mais pas énormément. Je pense qu'il y a un potentiel offensif que le monde n'a pas encore vu, mais ça devrait venir. Là. Ça va venir. Bref, ça va venir. Je vais garder espoir sur lui. Je le vois comme 3e centre, puis pas moins que ça pour cette année. Michael Pizzetta, Monsieur Pizza, qui a scoré 2 buts, je me souviens bien, dans le dernier match. Moi, je ne suis pas un joueur que j'aime beaucoup, mais tu vois le genre de profil qu'il a. C'est un gars vraiment d'énergie physique, rapide, qui va plaquer l'échec avant soutenu. Puis de temps en temps, il va produire un point, pas par chance, mais il est quand même un bon shot. Donc, quand même intéressant de l'avoir aux alentours du Canadien de Montréal, surtout dans la Ligue américaine pour protéger les jeunes. Sérieusement, je pense que s'il joue avec Michak dans la Ligue américaine, si Michak joue dans la Ligue américaine, ben c'est quand même bien. Là. Puis, il y a plusieurs jeunes qui vont arriver bientôt dans la Ligue américaine, donc c'est quand même bien d'avoir un grand frère comme lui qui est capable de se battre, puis de défendre tout le monde, puis d'avoir du leadership. Et ensuite, le dernier qui doit en montrer plus, c'est Alexander Romanov. Moi, j'adore Romanov, il n'y a pas de problème avec lui, mais en ce moment, c'est pas top, au niveau de la glace. Là. Ça va venir, ça ne m'inquiète pas. En entraînement, il est tout le temps à fond, il est aimé de ses coéquipiers. Donc, je pense que les entraîneurs aussi l'aiment beaucoup. Mais il va être encore... je pense que cette année, il va être utilisé beaucoup, mais il est encore en développement. J'espère pas le voir avec Jeff Petrie, personnellement, parce que Petrie, c'est un... Comment je pourrais dire ça? Il est quand même sujet aux crampes au cerveau. Donc, j'aimerais plus que Romanov joue avec un gars plus stable. Donc, tu sais, Edmondson avec Petrie, pas de problème avec ça. Mais j'aimerais mieux voir Romanov avec Sherratt ou bien Savard. En fait, j'aimerais plus le voir avec Savard, là. Mais il va probablement jouer avec Kulak, Wideman, tous ces joueurs-là, là, sur la 3e paire. Mais au cours de la saison, avec les blessures, puis tout ça, je pense qu'on va le voir sur les 2 premières paires. Mais j'aimerais quand même qu'il joue avec un gars plus stable comme Sherratt puis Savard à Montréal parce que
Lui aussi, il est dû ça y arrive, des crampes au cerveau, il dure souvent longtemps sur la glace. Ses présences sont souvent vraiment longues sur la glace, donc il manque un peu de timing à ce niveau-là. Donc, avec un gars comme Savard et Sherrod, je pense que ce serait mieux. Ce serait mieux de l'avoir comme ça. Bref, j'ai hâte de voir cette année, là, mais moi, je décourage pas sur Romanov, je l'adore. Puis je suis bien content que le monde ait baissé leurs attentes par rapport à lui. Après ses 2-3 premiers matchs l'année passée, le monde le voyait comme Calder. Candidat au Calder, c'est calmez-vous, c'est pas un gars qui va gagner Calder. Oui, il est physique, il est mobile, de temps en temps, il peut produire, mais ce ne sera pas un gars de 40 points dans la Ligue nationale de hockey. Gros match, 25-30 points à long terme, mais avec une utilité vraiment élevée pour le Canadien de Montréal. C'est un gars mobile, physique, puis tout, fait que, avec un bon entrain, un bon leadership. Fait qu'il va être aimé à Montréal, mais il faut avoir des attentes correctes envers lui, tu sais. En ce moment, il jouait sur l'avantage numérique, mais là, avec Wineman qui arrive, il va avoir des présences plus courtes ou bien complètement ignorer l'avantage numérique. C'est bien correct comme ça. Il ne faut pas y mettre trop de pression non plus. Donc, ça se termine pas mal ce que je voulais faire pour l'épisode numéro 4. Là, je vais commencer l'épisode numéro 5 d'ici quelques minutes. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Encore une fois, je ne suis pas un scout. Je ne suis pas un gars employé par une firme de scouting ou bien par une équipe de professionnels de hockey ou junior. Je suis juste seulement un passionné de hockey qui regarde des centaines de matchs dans une année puis qui aime ça en parler. Ça fait longtemps que je fais ça, mais ça fait pas longtemps que j'en parle. Je suis surtout sur hockey.com depuis 2020. J'ai accès depuis janvier 2020, en fait. Et j'ai accès à une stat depuis juste juillet 2020. Donc, on s'amuse pas mal là-dessus. On écoute énormément de matchs. De ce temps-ci, on a de la misère un peu avec leur serveur, fait qu'on perd un peu accès. Mais c'est pas grave. Je suis capable quand même d'écouter beaucoup de matchs puis vous partager. J'espère que vous aimez ça. Mes Scoutcasts. Après ça, mes rapports d'observation que je fais une fois de temps en temps sur le site aussi. 2-3 fois par semaine, j'essaie d'en faire. Là, il y a beaucoup de matchs qui vont commencer, beaucoup de ligues qui vont commencer, qu'il y a des joueurs de Canadiens dedans. Fait il y avait Kostenko, mais il y a un bout à faire des matchs, des rapports d'observation sur Kostenko. Donc, il y a une drop de production. Je vous en parlerai peut-être dans l'épisode numéro 6. Là, on verra si j'écoute ces matchs. Là. Mais il y a une bonne drop de production. Puis tout d'un coup, quand il n'y a pas de production, on n'en parle pas de lui. Moi, je vais essayer de vous en parler. Je vais essayer de vous faire un bon rapport. Pourquoi il n'y a pas de production? Y a-t-il une baisse de confiance? Y a-t-il une blessure? Y a-t-il moins de mobilité? Plus de responsabilité en défensive? Bref, je vais essayer de vous faire un bon rapport dessus. Et on verra dans l'épisode 6. Donc, merci d'avoir été là. Partagez, venez nous voir sur Twitter, sur Facebook, sur le site toursurhockey.com avec un nouveau... il y a eu un lifting. Donc, il est rendu super convivial et tout. L'aspect forum est moins là, mais il y a quand même encore une catégorie une section commentaires qu'on essaie de participer le plus possible. Mais Facebook et Twitter, c'est vraiment les meilleures places pour nous rejoindre. Dans les privés aussi, si vous avez des questions sur vos pools, sur n'importe quoi, on répond assez vite. On est plusieurs à avoir accès à la boîte de messagerie. Donc, n'hésitez pas. Suivez-nous sur toutes les plateformes Speaker, Apple Podcasts, Balado Québec, partout. On est sur toutes les plateformes. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et passez une bonne journée.